Alors, je me présente. Je suis désolée parce que je suis anglaise d'origine, pas française. Alors, je fais des erreurs, sans doute, grammatiques, mais j'espère que vous me pouvez comprendre assez bien. Et ça, ça c'est le titre le sujet. Mon association s'appelle Au-delà du nucléaire, Beyond Nuclear. C'est à Washington, D.C., plus ou moins, à Tacoma Park, Maryland. Et nous avons une table d'information. Vous pouvez chercher après des informations sur toute la chaîne nucléaire si vous êtes intéressé. Dans le contexte de la campagne, et je m'excuse, je dois lire parce qu'en français, c'est un peu difficile pour moi de parler sans le lire, mais on espère que c'est pas trop ennuyant comme ça. Dans le contexte de la campagne d'éliminer les armes nucléaires, je veux vous raconter une petite histoire d'une guerre nucléaire inconnue pour expliquer, pourquoi un des leaders du mouvement contre les armes nucléaires est un très petit pays sans pouvoir mondial, et deux, comment la chaîne nucléaire, que comprend aussi bien les bombes nucléaires et les centrales nucléaires, nous prive de notre humanité. Alors, dans le cadre de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, je voudrais parler d'une campagne qui est menée par un leader un peu improbable, parce que c'est un pays très distant et assez petit. Je parle de la République des îles Marshall, située au l'océan Pacifique Sud. Le 24 avril de l'année dernière, la République des îles Marshall a déposé les 9 États atomiques à la Cour internationale de justice de La Haye pour avoir omis de se conformer à leurs obligations en vertu du droit international d'éliminer les armes nucléaires. Les 9 États, vous savez probablement très bien, sont les 5 pays bien connus et membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, et les 4 pays qui ne sont pas signataires du traité de non-prolifération nucléaire, l'Inde, le Pakistan, l'Israël et la Corée du Nord. La République des îles Marshall accuse les 9 pays nucléaires d'un déni flagrant de justice humaine. Les îles Marshall affirment qu'ils sont justifiés parce qu'ils ont souffert en raison de l'utilisation des armes nucléaires. Le motif derrière ces actions n'est pas de compensation financière pour le pays, bien qu'il la mérite. Il en a reçu seulement 150 millions de dollars US. Le gouvernement des États-Unis leur doit encore plus de 2,3 milliards de dollars, mais il a refusé à payer. Alors, le motif, c'est pour la justice et pour la paix mondiale. Et en conséquence, les îles Marshall agissent pour nous tous qui habitent sur la planète d'annuler la menace des armes nucléaires. Leur militance est au centre de la nouvelle campagne qui s'appelle Nuclear Zero. Mais pourquoi les îles Marshall ? Pour un peu de contexte, je voudrais vous montrer une image d'un film de Peter Greenaway que vous pouvez voir aussi ce soir pendant le Uranium Film Festival et qui s'appelle en anglais « Atomic Bombs on the Planet Earth ». Vous avez bien noté sur le numéro étonnant de 2201 explosions des bombes atomiques sur notre planète. Et parmi ces plus de 2000, 67 explosés aux îles Marshall. Entre 1946 et 1958, la guerre atomique était une réalité pour les habitants de la Sud-Pacifique. 67 bombes explosées à Bikini Atoll et à Enewetak Atoll pendant 12 ans. C'était l'équivalent à 1,7 bombes d'Hiroshima explosées chaque jour pour 12 ans.
Et oui, une bonne raison pour les responsables américains de célébrer avec un gâteau et un chapeau pour correspondre. Nous disons souvent que l'humanité, et plus précisément les États-Unis, ont utilisé la bombe atomique seulement 2 fois, à Hiroshima et à Nagasaki, et que nous n'avons jamais pas contesté une guerre nucléaire. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Oui, Hiroshima et Nagasaki étaient des villes très peuplées. Mais les bombes atomiques utilisées aux îles Marshall et nommées par euphémisme très commode les essais, n'étaient pas explosées où personne n'habitait. Il y avait des gens, il y avait des animaux, il y avait des plantes, il y avait de la vie. Et pendant tous les essais atomiques, il n'y avait pas jamais personne, jamais. Ça, c'est une image d'un petit garçon après, il s'appelle la neige de Bikini. C'est après les bombes de Bikini. Et tout comme dans les îles Marshall, il y avait des personnes qui ont habité à Mururoa, où la France a explosé ses bombes atomiques. La même chose à Marelinga, en Australie, où ont explosé les bombes atomiques de la Grande-Bretagne. Et au Nevada, aux États-Unis, la même chose encore. Tous ces gens ont souffert. Et les photos de cette souffrance nous rappellent les photos après Hiroshima et Nagasaki. Le 1er mars 1954, les États-Unis ont explosé la bombe atomique nommée Castle Bravo dans l'océan Pacifique Sud. Castle Bravo était une bombe à hydrogène. Elle a été 1000 fois plus forte que la bombe explosée à Hiroshima. La bombe à hydrogène, la rêve de Edward Teller, un cauchemar pour les populations dans la région. L'incident a été bien noté parce que des pêcheurs dans un bateau japonais ont été accidentellement exposés à la radioactivité. Moins noté publiquement était l'exposition de la population de l'île de Rongelap. La bombe nommée Castle Bravo était 15 mégatonnes, 1,5 fois plus fort que prévu. Il a fait un cratère de presque 2 km en diamètre. La population de Rongelap n'était pas évacuée pour 2 jours après Castle Bravo. Et ils ont été rapatriés à Rongelap en 1957 par le gouvernement des États-Unis, disant officiellement que c'était un environnement sain. Mais nous savons aujourd'hui que la raison pour cet rapatriement était pour mener des expériences scientifiques sur les humains comme s'ils étaient des cochons d'Inde. Toute cette histoire est très bien documentée dans le film Nuclear Savage, The Islands of Secret Project 4.1, enregistré par Adam Horowitz et que vous pouvez voir ce soir aussi pendant l'Uranium Film Festival. Je vous encourage à la voir et le discuter avec Adam. Comment savons-nous que le gouvernement des États-Unis avait l'intention d'étudier la population de Rongelap tout en sachant qu'il leur mettait en danger? Pendant une réunion de 1958 de l'Atomic Energy Commission, le directeur de la laboratoire de santé et sûreté, Merrill Eisenbud, a dit, parlant des habitants de Rongelap, « Il serait très intéressant de retourner et d'obtenir de bonnes données sur l'environnement afin d'obtenir une mesure de l'absorption humaine quand les gens vivent dans un environnement contaminé. » Et puis, il a ajouté, « S'il est vrai que ces gens ne vivent pas, je dirais, comme des Occidentaux, les peuples civilisés, il est néanmoins également vrai qu'ils sont plus comme nous que les souris. » Et cette image, c'est un médecin, le Dr. Robert, il est nommé Connard avec un N, mais un nom à propos tout de même. Il y a aussi la déclaration en même temps de la laboratoire de Brookhaven. L'habitation
de ces personnes sur l'île fournira des données les plus précieuses écologiques de radiation sur les êtres humains. En 1985, après presque 30 ans d'exposition radiologique et une épidémie des maladies jamais connues, entre eux les cancers et les enfants avec des malformations congénitales, les habitants de Rongelap ont appelé avec urgence à Greenpeace. Le bateau Rainbow Warrior est arrivé et la population entière était transportée à l'île de Mejato, à Kwajalein Atoll, 1080 km de distance de Rongelap. Les personnes qui avaient vécu là depuis des milliers d'années ne reviendraient jamais chez eux. Et ils ont échangé le paradis pour le bidonville. 30 ans après Castle Bravo, 95% de la population des îles Marshall qui était vivant entre 1948 et 1954 avait contracté le cancer de la thyroïde et une grande partie de leurs enfants étaient nés avec des malformations congénitales. Parmi eux, les gens avec la langue dans cette photo. Mais en 2010, le gouvernement des États-Unis ont essayé encore une fois d'exiger le rapatriement de la peuple de Rongelap, malgré le fait que les niveaux de radioactivité à Rongelap étaient toujours 10 fois plus hauts que les mêmes mesures considérées acceptables pour une population vivant aux États-Unis. La voix de notre humanité oubliée, de notre humanité peut-être perdue. Et c'était cette perte d'humanité pour laquelle ils ont lutté, les militants courageux, pendant la guerre froide. Ils sont allés dans les bateaux à la Pacifique Sud avec l'intention de mettre ces corps et ces bateaux dans la voie des bombes atomiques, même si ces actions leur ont coûté leur vie. Voilà le premier bateau de la paix, Golden Rule, allé aux îles Marshall 2 fois en 1958. L'équipage américain a été arrêté et condamné à 60 jours de prison. Et pendant ce moment, il essaye de reconstruire ce bateau et faire un tour au monde avec le bateau pour la paix. C'était abandonné pour beaucoup d'années, mais maintenant il reconstruit le bateau. C'était une question de principe moral, mais c'était aussi pour tous les militants un bateau, pendant les années du test atomique, un moment très important, effectivement une croisée des chemins, un tournant dans notre civilisation. Si les tests atomiques sont poursuivis, nous allions perdre quelque chose d'irrévocable. Est-ce que nous avons perdu notre humanité ? Malgré le discours à Prague et le prix Nobel de la paix, notre président Barack Obama parle toujours d'un sûr, sécurisé et efficace arsenal nucléaire pour dissuader tout adversaire et de garantir la défense de nos alliés. Mais qu'est-ce que c'est un arsenal nucléaire efficace ? Nous avons encore plus de 16 000 armes atomiques dans le monde, 16 000 trop. Mais parce que les États-Unis et des autres pays nucléaires disent qu'ils ont besoin des armes atomiques, alors les autres pays non nucléaires se demanderont pourquoi ils n'ont pas besoin eux aussi. Et bien sûr, cela fait une campagne pour débarrasser le monde des armes nucléaires le plus difficile. Et c'est plus difficile encore en raison de l'article 4 de la traité de non-prolifération nucléaire. Article 4 donne le droit inaliénable de toutes les parties au traité à développer l'énergie nucléaire aux pays qui acceptent de ne pas développer des armes nucléaires. Article 4 est considéré un des 3 piliers de la traité selon les architectes du traité. Mais c'est aussi le problème. Un pays qui peut développer les centrales nucléaires civiles pourrait aussi développer les armes atomiques. C'est la raison pourquoi il y a tant de désaccords sur le véritable intention d'Iran. Pour nous, à Bionucléaire, l'article 4 de
l'NPT et la promotion des centrales par les pays nucléaires et par l'Agence internationale de l'énergie atomique est au cœur du problème mondial de la prolifération des armes nucléaires. Alors, une idée pour l'action, c'est l'abandon de l'article 4. C'est certainement très difficile, mais acceptant ne permettra jamais de résoudre le problème. Mon père était un des anciens directeurs de la campagne pour le désarmement nucléaire en Grande-Bretagne, CND. Il a aussi créé les scientifiques contre les armes nucléaires, SANA. Il a dit, et je suis naturellement d'accord, que nous devons renoncer à l'illusion suicidaire d'une nation, qu'une nation peut être défendue avec des armes nucléaires. Et Doug Roach a dit qu'il faut toujours militer contre les armes nucléaires. Une autre idée pour une action. Il faut manifester. Il faut tenir des rassemblements pacifiques. Notre silence et notre consentement à un arsenal nucléaire efficace. Cela, nous ne devons jamais accepter. Alors, il faut supporter les îles Marshall et leurs plaintes contre les États atomiques et la nécessité d'abandonner les armes nucléaires. Merci. Donc, je voulais faire comme première recommandation que cette Assemblée soutienne le procès lancé par les îles Marshall vis-à-vis des 9 pays possesseurs de l'arme nucléaire, et vous faire un certain nombre de propositions qui sont en lien avec la présentation que j'ai faite il y a quelques instants. Donc, je vais rassembler un petit peu ce que pourrait être un traité d'interdiction des armes nucléaires et pourquoi c'est nouveau et pourquoi aujourd'hui ça constitue un point de ralliement à la fois pour les organisations internationales comme la Croix-Rouge, le mouvement des Croix-Rouges, etc., Croissant-Rouge, les gouvernements qui ont envie vraiment d'aller vers l'abolition de l'arme nucléaire et la société civile. Parce que ça fait des années qu'on cherche un petit peu cet alpha et cet oméga qui est... on est tous pour l'abolition des armes nucléaires. Même les pays nucléaires disent « Oh oui, ce serait mieux un monde sans armes nucléaires ». La question, c'est vraiment comment on y va. Et donc, ce qui est intéressant avec la stratégie humanitaire, c'est qu'il y a un chemin qui se dégage et qui rassemble de plus en plus de partisans, qui rassemble en quelques années, réellement, le paysage du débat sur les armes nucléaires a changé. Et je voulais qu'on discute de ça de manière à pouvoir faire des recommandations qui vont dans ce sens-là à la conférence. Donc d'abord, quand j'ai parlé de la date de 2010, en fait, ce qui a vraiment ouvert la nouvelle fenêtre, on va dire, et c'est en ça qu'Hélène Caldicott a raison quand elle dit c'est très important de faire bouger les États-Unis. On dit toujours que Barack Obama a ouvert en 2009 à Prague une fenêtre d'opportunité. Et c'est vrai que dans la manière de fonctionner des gouvernements et des États, quand le président des États-Unis, la première puissance qui a fait exploser des bombes atomiques, a dit les États-Unis sont déterminés à construire un monde débarrassé de l'arme nucléaire, évidemment, ça fait un choc considérable. À Paris, ils n'ont pas aimé. Hein. Ça a fait un choc considérable et ça a, en quelque sorte, remis en branle les mécanismes de pensée et un petit peu d'espoir de construire quelque chose. Et en même temps, conjoncturellement, en 2008, on a signé le deuxième traité de désarmement humanitaire. Après le traité sur les mines antipersonnelles 10 ans avant, on a signé le traité sur les bombes à sous-munitions. Exactement avec la même communauté de diplomates, de la société civile, d'organisations internationales comme la Croix-Rouge, qui avaient convaincu que le discours humanitaire était le bon discours pour aborder des armes inacceptables. 10 ans après, les mines antipersonnelles ont signé le traité sur les bombes à sous-munitions. Et cette même communauté de diplomates, de Croix-Rouge, de société civile,
a mis sur la table la possibilité qu'on entreprenne le même effort avec les armes nucléaires, parce qu'elles sont tout aussi inacceptables, sinon plus, que les bombes à sous-munitions ou les mines antipersonnelles. Et donc, c'est tous ces gens-là, cette énergie-là, en fait, qui est en train de faire boule de neige. Et quand je me souviens d'une réunion qu'on a faite en 2011 avec quelques gouvernements à Genève, et je vous le dis, mais on est entre nous, hein, il y avait un diplomate autrichien qui était là et qui me disait, en levant les yeux au ciel, mais ils sont fous, parce que c'était la Norvège qui est le fer de lance de ce processus. Il disait, ils sont fous les Norvégiens, on ne va jamais y arriver à mobiliser les gens sur un traité d'interdiction parce que ça n'a aucun sens. 2-3 ans après, à Vienne, c'est eux qui convoquent la réunion, qui invitent tous les gouvernements et qui créent l'espace politique pour continuer le débat. Donc c'est vraiment, les choses bougent à toute allure et c'est vachement important. Évidemment, on a un petit noyau à convaincre autour des pays nucléaires et dont le garde-fou, en quelque sorte, est le Canada, l'Allemagne, l'Australie et un certain nombre d'autres pays membres de l'OTAN. Et c'est intéressant. En ce moment, on va les voir tous, évidemment. À Genève, on les voit sans arrêt, on discute avec eux. Et là, j'ai un email du gars du Luxembourg qui me dit... Alors lui, il est vraiment de notre côté et tout ça, mais il dit j'ai envoyé la possibilité à mon gouvernement, je les ai ressollicités pour qu'ils qu'ils souscrivent l'engagement d'Autriche, et ils m'ont dit ils ne peuvent pas signer parce qu'il y a la mention l'arme nucléaire ne peut être utilisée en aucune circonstance. Vous vous rendez compte? Le Canada ne peut pas signer parce que le Canada ne veut pas s'engager sur cette phrase que l'arme nucléaire ne doit pas être utilisée en aucune circonstance. Quelle est la circonstance, Monsieur Couillard, c'est ça? Non, voilà. Quelle est la circonstance qui permettrait qu'on utilise l'arme nucléaire? Dans quel cas vous autoriseriez l'arme nucléaire à être utilisée? Sur quelle ville? Sur combien de personnes? Combien d'écoles? Et c'est vraiment là qu'on peut les coincer. Si la communauté internationale se met d'accord pour dire ces armes doivent être interdites, elles sont inacceptables, nous devons les rendre illégales. Et qu'on commence à créer ce traité d'interdiction, qui en fait est un forum de débat pour renforcer une norme, créer une nouvelle norme du droit international, dire ces armes sont inacceptables. Les seules armes de destruction massive à ne pas être interdites. Alors que ce sont les pires de toutes, ce sont des armes incendiaires, des armes aveuglantes, des armes chimiques, des armes biologiques. C'est tout ça à la fois, des armes qui visent les civils et les villes en priorité. Donc c'est tout ça, dans le droit international, ça existe déjà. Donc on arrive à créer ce mouvement en vue d'une interdiction, et pour des pays comme le Canada, il va falloir affronter la question, messieurs les politiciens. Est-ce qu'on pense qu'il y a des circonstances dans lesquelles ces armes nucléaires peuvent être utilisées pour protéger notre sécurité ou nos intérêts? Donc je dis ça parce que c'est les pays, d'une certaine manière, les plus fragiles avant les pays nucléaires. Quand on a ce débat en France, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est face à un establishment qui est, comment dire, resté figé dans la guerre froide, mais avec un diplomate norvégien me disait, mais le jour où on met une vis dans leur système, tout se dégonfle, parce qu'ils ont les mêmes arguments qu'il y a 50 ans. Hein, c'est notre indépendance, qui n'est absolument pas le cas. On est membre de l'OTAN, on est membre de l'Union européenne. Qui va nous attaquer? Qui va nuire? Vous voyez, qui va envahir la France? Enfin, c'est ridicule. Donc voilà, donc je voulais vraiment qu'on mette ces recommandations qui sont d'abord priorité à l'approche humanitaire, parce que ça c'est nous, c'est la société civile, les effets des armes nucléaires. Prenons cette approche-là pour parler des armes nucléaires en toutes circonstances. Et la deuxième recommandation que je ferais, c'est essayons de combler le vide juridique sur les armes nucléaires, cette anomalie du droit international, et unissons nos forces pour les interdire de manière à ouvrir la voie vers leur élimination. Voilà, j'ai fini. Allez-y, je vous en prie. Oui, peut-être une remarque, puis ça peut sembler farfelu, mais les pays, ce qu'ils craignent, ce n'est pas une menace terrestre, mais c'est extraterrestre. Peut-être inclure quelque chose qui dit
terrestre. Je dis, ça peut paraître bien farfelu ce que je dis, mais on explore déjà une façon de faire sauter un satellite avec une bombe atomique en dehors de l'atmosphère terrestre. Donc, c'est des choses qui existent présentement. Il y a des recherches qui se font là-dessus. Et le Canada participe à ces recherches-là. Donc, peut-être que c'est ce qui les agace. Pour ça, je dis, ça me semblait bien farfelu, mais il y a des choses comme ça qui existent. Ça existe. Et puis, un autre sujet, il faudrait peut-être aussi inclure dans ce qui se passe dans les traités de libre-échange. Est-ce qu'on extrait de l'uranium, mais il faudrait peut-être interdire de les échanger avec certains types de pays, certains pays. Il y a peut-être, donc c'est deux choses totalement différentes, là, mais c'est deux choses qui me viennent en tête pour interdire les armes nucléaires. Donc, c'est des aspects de la question, de la problématique, qui sont discutés dans les gouvernements et les entités pour les armes atomiques. Absolument. Donc, il y a un traité sur la militarisation de l'espace qui fait l'objet de nombreuses discussions. Évidemment, pour l'instant, c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre des armes dans l'espace, de baser des armes dans l'espace. Mais voilà, c'est toujours sous notre contrôle, évidemment, nous, de la société civile. Et la deuxième chose, le commerce des matières fissiles, également, pour les membres du traité de non-prolifération est soumis un certain nombre de règles surveillées par l'AIEA, mais c'est complètement aléatoire en réalité parce que chaque pays suit ses propres règles et remplit ou pas les rapports. Donc on n'en est qu'au début de surveiller la circulation des matières fissiles. Et ça aussi, il faut renforcer évidemment cette circulation des matières fissiles, puisque c'est comme ça qu'on construit des bombes atomiques. Tout à fait. Aussi, le problème de l'article 4 de l'MPT est que vous pouvez quitter quand vous voulez. Hein. Alors, par l'exemple de Corée du Nord, était un signature à l'MPT. Elle a promis de ne pas développer les armes nucléaires. Et après avoir eu la technologie pour les centrales, il a changé le plan. Il a dit vous devez donner 3 mois en avance. Je vais quitter le traité parce qu'il voulait développer les armes nucléaires. Alors c'est un bon landlord, non? Vous pouvez dire en 3 mois, je départ. Hein. C'est un problème. Tantôt, vous avez dit donc abolir l'article 4. L'article 4, c'est l'article qui permet aux pays de développer une filière nucléaire civile en autant qu'ils n'aient pas d'armes nucléaires. Vous voulez abolir cet article? Oui, parce que ça ne fait pas le sens. Parce que si vous voyez comment ils ont développé les armes nucléaires d'Inde, de Pakistan, de Corée du Nord, d'Israël, sont tout après aussi la France, hein, après les centrales nucléaires civiles. Alors, ils sont trop proches. Il y a toujours s'ils ne développaient pas les armes, c'est toujours la possibilité, c'est un peu une threat, je ne sais pas comment on dit ça, une menace que moi, je peux, comme en Iran. Est-ce que l'Iran a besoin d'électricité nucléaire? Je ne crois pas. Hein. Il y a dans la région là, par exemple, le Saudi Arabia qui veut les centrales nucléaires. C'est pas logique. Il y a du soleil, il y a du vent. Hein. S'ils ont besoin d'énergie, on peut utiliser le soleil et le vent, les éoliens. C'est pas nécessaire d'avoir un nucléaire. Pourquoi le choix nucléaire? 13 pays de la région-là veulent développer les centrales nucléaires. Pourquoi? Parce que pour dire à les voisins, voilà, j'ai les centrales nucléaires, si je décide, je peux continuer à développer les armes nucléaires. C'est le pouvoir, c'est tout ça. Il a une question. Rapidement, je ne sais pas si ça peut s'inscrire, parce que je trouve que ça a pleinement de sens. Parce que vous abordez la question du coût des armes nucléaires. Donc, je crois qu'on est à 120 milliards par an pour la modernisation des arsenaux. Et c'est vraiment une toute petite partie parce que, par exemple, en France, on ne met pas le coût du sous-marin, on met le coût du missile
Donc, c'est une toute petite partie des dépenses qui sont consacrées aux armes nucléaires et c'est gigantesque. Donc, évidemment, on pourrait s'en servir mieux et différemment. Ensuite, il y a la question de l'énergie. Et c'est vrai que quand on les lit de façon trop étroite, c'est compliqué parce que moi non plus, je veux plus d'énergie nucléaire. Mais je crois que c'est même s'il y a des liens et qu'il faut absolument travailler sur empêcher ces liens, empêcher la prolifération à partir c'est pas la même façon de les aborder. C'est pas les mêmes réponses. On a eu cet après-midi un débat très intéressant sur l'énergie, voilà, et c'est pas le même débat que la sécurité et l'armement voilà, donc c'est compliqué. En même temps, tu parles de l'article 4. Moi, je dirais à l'opposé qu'il faut le renforcer plutôt que l'abolir, parce que aujourd'hui, un pays membre du TNP, donc il y a 190 pays, je crois, qui sont membres du traité de non-prolifération, il n'y en a que 4 qui sont en dehors. Il suffit de dire, et l'Iran aurait pu le faire, il suffit qu'ils disent « Oh, mon intérêt vital est menacé, je sors du traité ». Et il peut le faire. Donc, en fait, grâce à ce traité, il y a une quarantaine de pays qui ont acquis la technologie nucléaire et qui sont capables d'enrichir de l'uranium, etc. Et donc ces pays, chacun de ces pays pourrait dire moi je m'en vais et puis hop, je vais fabriquer ma bombe. Donc ça c'est vraiment angoissant parce que là c'est l'état actuel des choses. Donc il faudrait vraiment pas que aucun pays ne le fasse. Donc à l'opposé, je dirais il faudrait renforcer l'article 4 de manière à faire que jamais un pays membre du TNP ne puisse en sortir à partir du moment où il a eu accès à l'énergie. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un débat qui est complexe. Oui, je peux ajouter qu'on peut changer le contexte. S'il doit être un cadeau pour renoncer les armes nucléaires, et le cadeau doit être électricité, alors on peut changer article fort, à dire si vous renoncez les armes nucléaires, nous vous aidons à développer l'énergie renouvelable. Hein, pourquoi pas? Pourquoi il doit être les centrales nucléaires? C'est intéressant, hein, c'est pas nécessaire. S'ils ont besoin d'électricité, nous aidons les pays pour renoncer les armes nucléaires à développer l'énergie verte. Mais c'est tout un peu idéaliste, ouais. Tous les deux solutions, parce que on continue probablement comme nous sommes. C'est pas l'un ou l'autre, quoi. Aujourd'hui, il y a une campagne qui a un atelier à côté avec Doug Vert sur les armes à uranium appauvries. C'est vraiment pareil. Il y a une problématique d'une filière de l'arme à uranium appauvrie. On manque d'un traité. Il faut absolument un traité d'interdiction. Il faut que ces armes soient interdites. Voilà. Donc c'est très important. Mais il y a très peu, en fait. À part le fait qu'il y ait une matière fissile sur une bombe à uranium appauvrie, il y a très peu de liens entre les armes nucléaires et les armes à uranium appauvries. Elles font pas les mêmes, heureusement, elles font pas les mêmes dégâts, etc., etc. Même si sur la santé publique, hein, le débat, enfin l'impact est très très important et trop secret, trop peu révélé. Donc, moi, je serais très pour qu'on fasse une recommandation sur l'interdiction des armes à uranium appauvries également, parce que, voilà, elles doivent être interdites parce qu'elles sont inacceptables, absolument. Vraiment plein de choses intéressantes. Donc, l'hypocrisie du traité de non-prolifération, elle est manifeste. Depuis le début quasiment, parce que tout le monde connaît le traité de non-prolifération, hein, tout le monde, hein, c'est un bargain entre l'article 6, on s'engage à désarmer, et nous, on s'engage à jamais acquérir la bombe. Donc ça fait 40 ans qu'on attend qu'ils désarment, et ils désarment pas. Et comme c'est un traité qui fonctionne au consensus, on n'arrive jamais à obtenir, au bout de 5 ans,
chaque 5 ans, hein, comme dans quelques jours, qui est une date limite sur un engagement précis avec une date limite sur le désarmement. Et ça, c'est vraiment totalement hypocrite parce que d'un autre côté, l'AIEA fait son travail de vérification, etc. Et ça révèle qu'il y a quand même une bonne surveillance parce que il y a très peu de pays qui ont acquis la bombe atomique depuis l'existence du TNP, malgré l'envie de nombreux pays de l'avoir à certains moments. Donc, c'est vrai que c'est bien de souligner l'hypocrisie du TNP et le double langage, c'est-à-dire, oui, on s'engage à désarmer de bonne foi, mais on ne le fait jamais. Et donc, mettre l'accent là-dessus, c'est important. Ce qui est intéressant aussi avec l'interdiction, c'est ce que tu as dit, c'est la stigmatisation des armes nucléaires, c'est-à-dire enlever aux armes nucléaires leur prestige. Les Français, ils sont terrorisés. Si on parle de ça avec eux, « Ah, mais ce que vous voulez, c'est stigmatiser les armes nucléaires. » Mais c'est exactement ça qu'on veut faire. Ça, c'est le débat qu'on a avec eux. Parce que à partir du moment où ces armes apparaissent comme elles sont, c'est-à-dire des armes absolument effroyables, inacceptables, qui vont détruire des villes, qui visent les civils, enfin vraiment, qui sont nées de la Deuxième Guerre mondiale et d'esprit génocidaire. C'est vraiment ça. On est dans les génocides de la Deuxième Guerre mondiale avec ces armes qui se perpétuent au travers des armes nucléaires. Je ne sais pas si vous avez travaillé un peu sur ces aspects-là. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur les aspects psychologiques qui font que ces armes persistent et qu'elles créent tant d'attraction chez l'establishment de certains pays, parce que ça tient de la folie. Donc cette stigmatisation est vraiment très importante, parce qu'on va basculer dans un autre monde où les armes nucléaires ne seront plus vues comme les sceptres du pouvoir ou de la puissance, mais au contraire comme vraiment le symbole de ce qu'il y a de pire au monde. Voilà, donc ça, c'est un passage qui est très important à faire. Et le troisième point que tu avais dit, c'était quoi? On prend la bombe et on ah oui, fait en petits morceaux. Voilà. Ça serait accepté s'il y a une interdiction à peine. Alors, dans quelques jours, on va publier un projet de cadre pour un traité d'interdiction, parce que souvent la question nous est posée, et puis elle est posée aux États qui sont pour et tout. Donc, voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans un traité d'interdiction. Évidemment, l'interdiction, c'est l'interdiction de la fabrication, de la possession, du transfert, de la production, de stockage. Voilà, donc ça renforce ce qu'il y a dans les zones exemptes d'armes nucléaires déjà, parce que ce sont des traités d'interdiction pour des continents comme l'Afrique ou l'Amérique latine. Donc il faut renforcer ça, évidemment. Et ce qu'on dit aussi qui est intéressant avec l'idée d'un traité d'interdiction, c'est qu'il peut commencer à être négocié sans les pays nucléaires. C'est pour ça qu'on peut sortir de l'impasse. C'est parce qu'on ne va pas les attendre. Ce qu'on veut, c'est l'élimination. On est bien d'accord. On veut l'élimination des armes nucléaires. Mais il faut créer une dynamique. Et cette dynamique, c'est interdire, stigmatiser et faire que ce soit impossible de garder des armes nucléaires si on veut être un pays digne de ce nom. Voilà, et vraiment leur mettre ça sur le dos et renverser la preuve, renverser le stigma, renverser la... Voilà, donc c'est vraiment la dynamique qu'on essaye de créer. Linda. Je poserai une question à propos de la démarche des îles financières. Non, ce n'est pas financière, c'est seulement de conscience, parce qu'ils n'ont pas renoncé les armes nucléaires. Et les 5 signataires de traité, comme Ariel a dit, n'a pas abandonné, comme l'article 6 dit que c'est un accord d'abandonner les armes nucléaires. Ils n'ont abandonné aucune, mais pas tous. Hein. Il y en a toujours 16 000. Et c'est pour ne pas abandonner les armes nucléaires, comme il est écrit dans le traité. Mais je crois qu'il y a un problème, c'est un problème peut-être psychologique. Je ne sais pas exactement, mais si vous allez à un symposium de sécurité à Washington, par exemple, il parle toujours des armes nucléaires et il utilise la parole « utiliser » et « besoin ». Il parle toujours d'utiliser et de
d'avoir besoin. Et ça continue pendant 50 ans. Et c'est pas changé. Et je crois que c'est impossible, mais les gens qui parlent comme ça n'ont pas rencontré les citoyens des îles Marshall, les aborigines d'Australie, les Navajos qui ont fait des mines d'uranium. Ils ne vont pas entre la peuple, les gens. Hein. Ils sont toujours dans les châteaux de Washington, non? The halls of power, on dit en anglais. Ils respirent l'air de la puissance et ils ne sortent jamais dans la campagne où on rencontre les vraies personnes. Ils ne vont pas à Fukushima rencontrer les 1060 personnes qui ne peuvent pas jamais revenir chez eux. C'est tout un abstract, c'est pas la réalité. C'est la théorie, c'est les mathématiques, c'est la puissance, mais c'est pas une discussion. On perd le temps. Hein. Pour moi, c'est tragique parce que nous avons une urgence d'abandonner les armes nucléaires, mais aussi le chauffage du climat. Il y en a beaucoup de choses très importantes pour sauver la planète. Et nous concentrons à parler de les armes atomiques qui peuvent détruire la planète, mais nous sommes tous les mêmes choses et nous sommes tous humains et il faut abandonner ces idées et concentrer à sauver la planète parce que sinon, si pas, c'est trop tard. Je ne sais pas si je m'explique très clairement, mais... C'est vraiment complètement contradictoire. Ça fait partie de l'hypocrisie qu'on dénonce. Alors, je ne saurais pas rentrer dans le petit monde autour du président Obama, mais je crois que lui, il est nettement plus progressiste que d'autres personnes qui ont aussi beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Et que, voilà, personnellement, lui, je pense qu'il aurait voulu aller plus loin, mais qu'il n'est pas complètement libre de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, ne laissons pas se refermer cette fenêtre qui a permis le nouveau traité START, qui était important aussi pour décroître et aussi décroître la reliance, comme on dit en français, la dépendance dans les doctrines de sécurité, que ce soit celle du Pentagone ou celle de l'OTAN. Donc il y a des choses qui ont un peu avancé, mais aussi parce que objectivement, quand vous discutez avec les militaires, les armes nucléaires, ils vont pas s'en servir, quoi. Ils savent pas quoi en faire sur le champ de bataille. Ça ne sert à rien. Donc il faut petit à petit, il faut déshabiller le roi d'une certaine manière. Et puis pour un peu dire prolonger ce que tu avais dit, il y a cette phrase de Hannah Arendt qui dit les armes nucléaires, l'existence des armes nucléaires, le fait qu'on puisse détruire la planète comme ça, en appuyant sur un bouton, nous prive de notre avenir, nous empêche de penser l'avenir de façon forte et sereine, parce qu'il est obscurci par le fait qu'on est peut-être déjà mort, quoi. Et ça, je trouve que c'est un peu ça, les armes nucléaires. C'est un truc qui est comme si on s'était déjà suicidé, d'une certaine manière. Il faut vraiment qu'on arrête ce cauchemar et qu'on commence à adresser les problèmes aussi graves que le réchauffement climatique et tout ça. Mais d'une certaine manière, le fait qu'on puisse tout faire exploser comme ça rend tout le reste un peu... On se dit, oui, voilà, futile.